Vous écoutez le 3e volet de la mini-série Comment trouver son matériel sur le marché de l'occasion. Et dans cet épisode, on s'intéresse aux objectifs à très grande ouverture. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Pour le 3e épisode de notre mini-série Comment trouver son matériel sur le marché de l'occasion, on s'intéresse en compagnie du photographe et réalisateur Quentin Caffier aux objectifs à très grande ouverture, un fantasme pour de très nombreux photographes et vidéastes. Qu'est-ce qu'un objectif à très grande ouverture ? Pourquoi est-ce qu'ils font tant rêver ? Quels sont les avantages et inconvénients à les utiliser ? Quelles sont les meilleures options à envisager pour se lancer ? Voilà par exemple les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cette mini-série est présentée par MPB, la plateforme de référence pour trouver du matériel photo et vidéo d'occasion, vérifié et garanti. Et ben c'est parti, 3e épisode de cette mini-série. Benjamin, comment vas-tu ? Salut Arthur, écoute ça va, prêt pour le 2e round, peut-être le plus important de la mini-série, en tout cas pour moi. Qui t'intéresse le plus peut-être en tout cas. Ça c'est sûr. Enfin c'est cool, on va en discuter avec notre invité. Salut Quentin. Salut Arthur, salut Benjamin. Alors je le rappelle évidemment, tous les épisodes de cette mini-série sont disponibles à l'écoute dès maintenant. En plus de cet épisode sur les objectifs à très grande ouverture, vous pouvez retrouver un épisode avec des conseils d'achat d'ordre général pour du matos photo et vidéo d'occasion, réalisé par moi et Benjamin. Un épisode consacré au boîtier plein format avec le photographe Bertrand Bernager. Et enfin un épisode consacré aux action cam avec la vidéaste Aurélie Gonin. Quentin, je te représente très rapidement à nos auditeurs. Donc, tu es un habitué du podcast. Tu es déjà venu à plusieurs reprises, la dernière fois en saison 10, pour parler des trépieds. Presque 20 ans de carrière comme auteur, photographe, puis réalisateur. Tu as monté ton propre studio Five Monkeys et ta propre société de production Sénélite Film. Tu signes un travail d'auteur et un travail commercial avec de prestigieux clients dans l'univers de la mode, la beauté, les spiritueux et même l'automobile. Est-ce que tout est toujours bon ? Eh bien, c'est toujours bon, Arthur. Parfait. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une première question. Pour vous deux, Benjamin et Quentin, à partir de quelle ouverture maximale, selon vous, on entre dans ce royaume des très grandes ouvertures ? Parce que c'est pas défini par une règle spécifique, ça. On a des buzzers là, il faut aller le plus vite possible. Vas-y Quentin, honneur à l'invité. Pour moi, je pense qu'on commence à rentrer dans le domaine de la grande ouverture à partir d'une ouverture de 2. Je trouve que c'est assez facile de trouver des optiques qui n'ouvrent pas autant, c'est-à-dire 2.8, 4, etc. Et qu'à partir de 2, on est tout de suite sur des objectifs un peu plus chers, un peu plus prestigieux et qui aussi embarquent plus de technologie ou des éléments plus haut de gamme. Tu dirais ça quelle que soit la focale ? En fait, ça dépend comment tu détermines, parce que c'est vrai que l'ouverture, elle va aussi, enfin, le rapport, par exemple, de profondeur de champ, il va aussi dépendre de la focale. Et il y a des focales qui sont faciles. Par exemple, le 50 mm, on trouve facilement des 50 mm qui ouvrent un A8. Ouais. Les 35 mm aussi, on va assez facilement trouver des 35 mm qui ouvrent beaucoup, même des 85. Ce qui va être plus compliqué dans des focales plus longues ou des focales plus larges. Je pense que c'est aussi une question de... c'est des optiques qui sont plus utilisées, donc les constructeurs investissent aussi beaucoup plus dans ces optiques-là parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre beaucoup. Moi, je pense que ça dépend aussi un peu de la sensation qu'on va obtenir sur les images finales. Alors, il y a certes ces valeurs objectives d'ouverture maximale, mais bon, souvent quand on pense à ces objectifs-là, on pense au bokeh, au flou, aux choses comme ça. Et finalement, même avec des très longues focales qu'on pourrait croire assez peu lumineuses comme ça, je veux dire, sur certaines images, avec des plans bien détachés, à une distance de mise au point relativement proche ou raisonnable, on va appeler, on va obtenir ces effets un peu de profondeur de champ et de 3D absolument exceptionnels. Et du coup, d'une certaine façon, on est aussi dans le royaume de la très grande ouverture. C'est quoi l'objectif le plus lumineux que vous utilisez aujourd'hui ou que vous avez utilisé dans le passé? Quand j'entends utiliser, c'est-à-dire que voilà, vous avez acheté, vous avez vraiment utilisé.
Alors, en ce qui me concerne, c'était le Canon EF 85 mm f1.2. Ah oui, donc on est déjà tout de suite dans du... Ouais. Ok. Voilà, c'est une optique que j'ai énormément aimée, que j'ai beaucoup utilisée et que j'ai revendue récemment. On en parlera, mais justement parce que je suis en train de me rééquiper en optique RF. En RF, et ouais. donc, voilà, du coup, je revends pas mal de mon matos EF. Je vends pas tout d'un coup, je le vends assez progressivement au fur et à mesure que je me rééquipe. Et sans regret, sans crainte de ne pas avoir forcément le même rendu, parce qu'il y a des pattes aussi, peut-être. Si là, on va parler de bokeh, on va parler de profondeur de champ, il y a la colorimétrie aussi, parfois. Ouais, bah, c'est sûr qu'il y a des différences. Après, oui, à regret, ouais, j'ai du mal à le lâcher. C'est juste qu'après, genre, les optiques que j'ai achetées à côté de ça étaient très bien, me convenaient aussi, mais j'avais un attachement. C'est marrant parce que le 85 mm, j'avais un attachement à ses défauts. C'est un objectif qui est un peu particulier dans sa manière de gérer son autofocus, c'est-à-dire qu'on peut même pas faire la mise au point manuelle quand il n'est pas alimenté. Il faut faire attention à l'éteindre et à pas retirer l'objectif avec l'appareil éteint, sinon il sort et ça peut l'abîmer. Ah ouais, tu le vends très très mal. Hein, non, mais non, mais c'est marrant, ouais. Et malgré tout. Malgré tout, il avait un rendu déjà. Enfin, l'objet était incroyable parce que tu as cette énorme lentille frontale, donc il est lourd, il est gros. C'est cette espèce de grosse pièce de verre qui déjà était très impressionnante. Et en plus de ça, ben oui, je trouvais que c'était une très très bonne focale pour du portrait ou même pour de la nature morte, même pour de la mode, pour plein de cas. Et cette ouverture à 1.2, ça permettait justement d'avoir cette séparation totale entre le sujet et l'arrière-plan. Et ça fonctionnait quand même très bien avec la bague d'adaptation sur des hybrides modernes. Finalement, si on s'intéresse à ce sujet-là, on peut tout à fait envisager, même avec des hybrides modernes, les parcs réflexes, quoi, finalement. Et surtout sur le marché de l'occasion, pour le coup. Bien sûr. Et c'est tout l'intérêt de notre. Alors, ce que je peux te dire, c'est que là, j'ai quasiment fini de revendre ma série de EF. J'avais quand même une très grosse série d'optiques EF. Ouais. Et depuis quelques mois, j'observe une montée du prix des optiques EF. Ok. Je pense qu'il y a une vraie demande. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rééquipés en réflexe, qui sont passés sur des montures, enfin qui sont rééquipés en hybride et qui en ont profité pour changer de monture. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui se disent mais finalement ça avait beaucoup des côtés, on a des optiques qui sont très très bonnes, qui sont encore parfaitement ok. Ça dépend du type d'image que vous produisez. Mais moi je l'ai utilisé pendant des années, donc je vais pas te dire que c'était pas utilisable. C'est vrai que ayant utilisé des optiques RF par exemple, souvent, j'ai une distance minimale de mise au point qui est un petit peu plus courte, l'autofocus qui est plus réactif, il y a un espèce de confort d'utilisation qui est bien quand on est sur du réflexe. Mais après, en termes de qualité optique pure, je pourrais pas te dire que la différence, elle est à des années-lumière. Et puis, il y a une différence de prix qui est incroyable, parce que quand tu vois le prix des optiques RF neuves, c'est souvent inabordable, peut-être pour le commun des mortels. Si tu viens de dépenser 3 000 € dans un boîtier ou 5 000 €, je sais pas, tu vas peut-être pas remettre 3 000 4 000 € dans... Et là, tu peux t'offrir une optique à 1.2 Ouais, pour moitié moins, donc il y a ça aussi, quoi. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de progressivement revendre ma série, parce qu'en fait, moi, je tourne encore beaucoup avec un R5 Mark I. Oui, qui est très bien. Qui est un boîtier qui a 6 ou 7 ans maintenant. Sorti en 2020. Ah ouais, 6 ans. Ouais, il a 6 ans. Il va avoir 6 ans bientôt. Moi, je l'ai acheté à la sortie, donc tu vois, j'ai mis 6 ans avant de progressivement revendre mes optiques. Et je sais que, effectivement, notamment parce que le prix des optiques était très cher. Après, il y a un truc que je trouve très intéressant chez Canon, c'est qu'au final, leurs optiques qui ne sont pas des optiques, elles, restent des très bonnes optiques. Ouais. Le 85 mm, qui ouvre à f2 et qui n'est pas une optique macro, qui est macro et stabilisé. Mais... Ouais, tout à fait. Qui n'est pas une optique sérielle et très très bien positionnée. Et à côté de ça, ils ont sorti depuis quelques temps là, les optiques qu'on appelle VCM. Oui. Qui sont 1.4, qui sont à 1.4, qui sont avec bac de diaph, elles sont des beaux bébés, ça, quand même. Ouais. En gros, moi, c'est ce par quoi je suis en train de remplacer mes optiques EF, c'est par des optiques VCM. C'est normal, tu es un photographe professionnel, tu as besoin de ce genre d'outils. Et pour la vidéo, elles sont très très bien. Et pour la vidéo. En fait, je les utilise plus en vidéo qu'en photo, en l'occurrence, parce qu'en photo, j'ai acheté le 28-70 ouvert à 2. Ah, monsieur. Oh là là a de joli goût. Mais on va en parler des zooms un peu plus tard. Voilà. Un peu plus tard. Bon, Benjamin, toi, ton optique la plus lumineuse que tu aies utilisée? Que j'ai utilisé, la plus lumineuse ce serait donc le Noctilux 58 mm f0.95, mais très peu. Tu vas pas me dire que tu te l'as offert celle-là. Et je vous raconterai dans quelles circonstances, peut-être un peu plus loin parce qu'on en reparlera. Mais c'est une optique absolument incroyable que j'ai utilisé plus longtemps. C'est une optique argentique, c'est un Nikkor AIS 50 mm 1.2. Tiens non, toi aussi. Et qui marchait formidablement bien sur les réflexes, comme le D750 par exemple chez Nikon.
Et c'est celle que j'utilise le plus aujourd'hui. Si on part du principe, comme le disait Quentin, moi, je suis assez d'accord sur une moyenne générale qu'on va considérer f2 comme une grande luminosité, celle que j'utilise au quotidien ou presque le plus souvent, c'est celle du X105, c'est une focale fixe. 23 mm f2 qui équivaut à un 35 mm. Bon. Alors moi, en ce qui me concerne, comme vous le savez, je suis un grand fan du PNF. J'ai donc une optique micro 4 tiers. Olympus PNF, rappelons-le. PNF, Pour OM System PNF, malheureusement. On l'attend, la suite, mais ça ne vient pas. Bref, Olympus PNF, donc une optique Olympus également, micro 4 tiers, un 17 mm f 1.8 qui équivaut donc grosso merdo à un 35 mm. C'est compact, c'est léger, c'est métal, il y a une petite bague clutch là pour passer en mise au point manuel. Ça fait super le taf. Il y a des modèles encore plus lumineux chez Olympus et OM System du coup, des modèles à 1.2 mais qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus encombrants et beaucoup plus lourds. Donc moi, je me va très bien, enfin ce 17 mm f1.8 me va très bien. Alors, quand on parle d'objectifs à très grande ouverture, on entend très souvent le terme de bokeh master. Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière cette petite appellation ? Donc le bokeh, ça va être, pour essayer de simplifier, ça va être le rendu du flou, et notamment le rendu des taches lumineuses dans le flou. Il se trouve que ce bokeh dépend de beaucoup de paramètres. Évidemment, il dépend de la quantité de flou qu'on va avoir, donc de la profondeur de champ, mais il va aussi dépendre, par exemple, du diaph, combien il y a de lamelles sur le diaph. La forme. La forme du diaph. C'est d'ailleurs un élément qui peut être utilisé de manière créative pour mettre, par exemple, des filtres avec un petit trou pour changer la forme du bokeh. Et donc, quand on va parler de bokeh master, c'est des objectifs qui vont avoir des bokehs particulièrement beaux ou reconnaissables. On peut aussi parler par exemple des optiques anamorphiques qui ont tendance à déformer les bokehs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des ronds, on va avoir des petits grains de riz. Voilà. Ce qui est important quand on parle de bokeh avec ces toutes petites profondeurs de champ, c'est la mise au point. Évidemment, quand on a une toute petite profondeur de champ, la précision de la mise au point est un réel sujet. Et j'ai souvenir que dans l'univers du réflexe, avec certains objectifs extrêmement lumineux, des bokeh master et dépourvus d'autofocus, je pense par exemple aux Zeiss Otus. Je ne sais pas si vous vous rappelez C'était un beau, peu ça. de ces énormes optiques avec un design futuriste, magnifique. Bref, il y avait un 85 mm 1.4 de toute beauté. Mais moi, je me rappelle que c'était quasiment impossible de pouvoir faire un portrait avec une mise au point extrêmement précise sur un œil à une distance raisonnable, à main levée, à 1.4 en visée optique. C'était quasiment impossible. Donc ça, pour ça, l'hybride, c'est quand même bien. Parce que même en mise au point manuel, on a beaucoup d'assistants pour nous aider dans ce truc-là. Alors, c'est sûr que le passage effectivement à l'hybride, ça a aussi pas mal changé. C'est-à-dire que, par exemple, les autofocus avec détection de l'œil, ça a rendu des optiques qui étaient difficiles à utiliser beaucoup plus faciles à manipuler. Moi, j'ai souvenir de faire des portraits, de me retrouver, ah merde, la mise au point, elle est sur la joue, elle est sur le front. Il repère quand même le visage, mais on n'est pas pile sur l'œil. Et ça, c'était quelque chose qui pouvait gâcher une image. Et depuis que je suis passé sur de l'hybride, j'ai plus ce problème. Les premiers réflexes haute définition sortis, je me souviens des Nikon D800 par exemple, le nombre de photos floues où la netteté n'était pas au bon endroit qui sortait, c'était assez impressionnant. On n'avait pas le droit à l'erreur. Et là, tu as complètement raison. Mais que ce soit en photo comme en vidéo d'ailleurs. Et d'où l'intérêt vraiment aujourd'hui d'investir à nouveau dans des optiques, d'où se faire plaisir avec des optiques à très grande ouverture parce qu'on peut vraiment exploiter la très grande ouverture. Alors, quand on parle de ces objectifs-là à très grande ouverture, on pense systématiquement en premier aux effets de bokeh, de profondeur de champ. Mais il y a quelques années, je veux dire, il y avait aussi un autre cadre d'utilisation qui était privilégié, c'était les faibles lumières. C'est-à-dire que quand on n'avait pas des boîtiers avec des montées en ISO stratosphériques et des algorithmes de réduction du bruit ultra développés, poussés, dopés à l'IA maintenant, on va dire. J'ai fait un essai récemment là, avec Lightroom. C'est assez quand même bluffant ce qu'ils sont capables de faire en termes de réduction de bruit. Mais bref, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de se dire, voilà, je vais choisir aussi un objectif ultra lumineux pour, dans de faibles conditions lumineuses, en intérieur, de nuit, à main levée, pouvoir continuer à travailler de manière confortable, sans risque de flou de bouger? Je te dirais qu'évidemment, ça dépend de ton cas d'usage. Oui, alors, moi, je te donne un exemple. Ça m'arrive assez régulièrement de travailler en binôme avec un réalisateur. Et donc, du coup, on va être tous les deux sur la même scène et lui va faire des photos, moi, je vais faire la vidéo. On va alterner, on va pas rechanger la lumière entre deux.
Il se trouve que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais aujourd'hui, la vidéo a besoin de beaucoup moins de lumière que la photo. On a des ISO natifs à 3002, on va être au 50e de seconde, on peut se permettre d'avoir une faible profondeur de champ. Moi, je peux pas faire ça. Donc, je suis obligé je dépasse rarement les 800 ISO. J'ai besoin d'avoir quand même une vitesse qui me permette de bien figer mes mouvements parce qu'on va demander à une photo d'être parfaitement nette. Et dans ces cas-là, avoir une faible ouverture, ça me permet de m'adapter à cette situation dans laquelle je contrôle pas la lumière. Et la lumière, elle a été calée pour un usage qui n'est pas forcément un usage de photographe. Benjamin, encore aujourd'hui, on voit sur les lancements de nouvelles optiques en monture hybride, beaucoup de modèles ultra lumineux. Tu as évoqué le Noct. Plus que jamais même. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de modèles F1.2. Tu peux nous parler un peu de ce qui arrive là, enfin ce qui est arrivé récemment. Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a plus qu'en réflexe. Disons que ce que citait tout à l'heure Quentin comme modèle, par exemple le 85 1.2 en réflexe, à l'époque ça faisait rêver un peu tout le monde. Les 50 mm 1.2 série L ou 85 1.2 série L, c'était vraiment des optiques incroyables. Aujourd'hui, chez Sony, en gamme E, il y a un 50 1.2. Chez Canon, il y a un 51.2 également. Chez Nikon, on en trouve un aussi. Sigma. Il y a un 45 mm chez Canon qui vient. Bien. Alors, il y a le 51.2 chez Canon et il y a un 45 mm hors série L qui vient de sortir à 600 €. Alors, sans pare-soleil, ok. Construction un peu plus sommaire, ok. Mais comme tu l'as dit, Quentin, aussi, par rapport au 85 mm f2, ça reste très très bon. Je l'ai utilisé sur le R6 Mark III. Franchement, acheter un R6 Mark III et comme première optique, se prendre ce petit 45 mm 1.2, c'est vachement valable, quoi. Ça fait une optique standard avec laquelle on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on goûte tout de suite au fameux bokeh master, comme tu disais, Arthur, enfin, en tout cas, aux subtilités des grands flous de profondeur de champ. Donc, oui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus à l'ère hybride et surtout beaucoup plus abordable qu'à l'époque. Le modèle Sigma, le 50-1.2 Sigma, qui est le plus petit du marché parmi les 50 mm 1.2, disponible en monture E et monture L, on le trouve aux alentours de 1500 € quand même, neuf. Et donc d'occasion, ça veut dire un prix encore plus attractif. T'avais ce zoom incroyable chez Sigma, je crois que tu parleras des zooms plus tard, mais qui est un 18-35 qui ouvre un Absolument, 8. Un 8. C'était pour la PSC. Qui n'est que APS-C. Réflexe APS-C à l'époque. Ouais. Qui n'est que APS-C, mais qui, je me souviens, était assez révolutionnaire. Tous mes potes en avaient. Ils viennent de sortir un 1740, un 8 pour la PSC aussi, très récent en gamme Art. C'est le premier d'ailleurs en gamme Art pour APS-C. Il y a également, on va en reparler, mais il y a également un 2845 1.8 en plein format, en monture E et monture L. Désolé pour les canonistes, je ne te regarde pas. Et ça, en vidéo, typiquement, c'est fabuleux. Mais alors, il y a quand même un élément à prendre en compte sur ce genre d'optique. J'ai essayé un petit peu d'en parler tout à l'heure sur le fait qu'il y a l'ouverture et ce que ça permet créativement, mais souvent aussi les optiques pleine ouverture. Alors, c'est un peu en train de changer avec ce dont on est en train de parler. C'était les optiques premium. C'est-à-dire qu'en général, on avait les meilleurs autofocus, on avait la meilleure qualité de fabrication. Il y avait c'était surtout les optiques les plus chères, quoi. Oui, mais ça se justifiait pas que par l'ouverture. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait une logique chez les constructeurs de dire, les gens qui mettent de l'argent... Ça appartenait à la gamme S chez Nikon ou L chez Canon. C'est ça. Si tu achetais tes optiques en pleine ouverture, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en vidéo, on utilise souvent le terme de prime, c'est des primes. Ouais. Tu savais que tu achetais les meilleures optiques. Alors, prime lens en anglais, c'est les focales fixes en général. Nonobstant, tu te rends compte que tu as quand même cette idée que sais que tu vas acheter le top et que finalement, oui, elles étaient plus chères, mais elles n'étaient pas plus chères que pour des questions d'ouverture. Elles étaient plus chères parce que c'était, quelque part, c'était le fleuron de ce que pouvait proposer un opticien. Et tu voyais qu'ils mettaient tout dedans. Et là, tu vois, quand on parle du 45 mm Canon, non, mais là, tu te dis, ils mettent des grandes... Mais tu vois, ils te mettent des grandes ouvertures maintenant sur des optiques qui sont un peu moins haut de gamme. Donc, ça rend la grande ouverture plus accessible. Bien sûr. Mais effectivement, tu vas le perdre un peu. Je vais pas trop m'étendre, mais par exemple, on parlait du 50 mm 1.2 chez Canon, qui est un 50 mm en série L. Je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais acheté, cette optique, j'avais des copains qui me disaient « Mais pourquoi t'achètes ça ? Il y a un 1.4 pour 0.2 d'ouverture, qu'est-ce que ça change ?» Mais en gros, tu passais d'une gamme à l'autre, la couleur n'a rien à voir, l'autofocus n'a rien à voir. Et pourtant, il était mou à 1.2. Enfin, soit c'est pour ça que les gens conseillaient le 1.4 aussi, mais tu as raison, il n'y a pas que ça. C'est important de parler de couleur, c'est important de parler d'ergonomie, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Donc tu savais qu'en partant sur cette optique-là, le fait qu'il ouvre à 1.2, ça changeait pas énorme par rapport au 1.4 en termes d'ouverture, mais par contre, tu savais que tu passais sur une gamme supérieure dans laquelle tout serait mieux, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un modèle de bokeh master qui vous a toujours fait rêver, Benjamin ? Qui m'a toujours fait rêver. Alors, ça, c'est un peu difficile.
Rêver. Disons, il y en a un que je trouve assez incroyable, c'est le Canon 200 mm f1.8, voilà, version réflexe. Alors celui-là, je le trouve assez extraordinaire. Figure-toi que je suis allé regarder par curiosité sur MPB, je l'ai vu à 2299 en état usé, certes. Donc les photos sont là à l'appui, il y a pas mal de photos assez Ça valait détaillées. combien à l'époque, ça, quand c'était neuf, Mais quoi optiquement, une folie. Bah Une oui. folie. Donc ça reste abordable pour ce que c'est. Un 200 mm f1.8, je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte, ça permet quand même de faire des choses assez folles. Autant peut-être en animalier de nuit que sur un plateau de tournage, que je sais pas, dans bien des circonstances. Enfin, c'est vraiment une optique magnifique. Donc j'aurais cité celle-ci. Sinon, parmi celles que j'ai utilisées, que j'ai vraiment adorées, dans le cadre de tests ou autre, c'est notamment le Sony G-Master 135 mm 1.8. Alors lui, je l'ai trouvé absolument somptueux pour plein de raisons. Le rendu, la couleur, la forme de bokeh, la douceur, l'ergonomie, hein, vraiment la douceur de la bague de mise au point aussi. Une optique qu'on peut trouver entre 1000 et 1500 euros d'occasion. Donc si on s'offre un boîtier en montureux Sony autour du millier d'euros, ce qui est très faisable, on l'a entendu dans l'émission précédente avec Bertrand, qui conseillait un A7R3 dans ses recommandations à 1000 euros. Pour aller 2000 euros environ, on peut se faire une configuration magnifique qu'on ne pouvait absolument pas envisager, peut-être certains ne pouvaient pas envisager il y a encore quelques années. Quentin ? Alors, qui me fait rêver, mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre les mains dessus, donc pour le moment, ça reste un rêve, c'est justement le Canon Dreamlens. Donc, c'est une optique EF qui ouvre à 0,95. Oh, donc on est passé de Bokeh Master à Dreamlens, là. Donc écoute, je me souviens juste d'avoir vu des tests de ce truc-là quand j'étais à l'école de photo. C'est sorti. Enfin, c'est complètement délirant ce que ça peut faire en bokeh. Je pense que à l'utilisation, c'est quand même très restreint comme utilisation dans laquelle c'est possible. Mais voilà, ça fait partie de ce qui me fait rêver. Et puis sinon, bah oui, forcément, un Leica M 50 mm Noctilux pour plein de raisons, parce que c'est une pièce d'orfèvrerie, que voilà, c'est merveilleux comme travail d'optique. Alors moi, ce qui m'a toujours fait rêver en bokeh master, et tu l'as un petit peu évoqué, c'est deux modèles. C'est des zooms, et pas des focales fixes, des zooms réflexe APS-C signés Sigma. Révolution à l'époque, des zooms f1.8 constants. Il y en avait deux. Un 18-35 mm et un 50-100 mm. C'était de la folie. Ça montait sur un Neo 7D Mark II. C'était le feu. Bon, ça valait quand même son petit pesant de cacahuètes à l'époque. Et aujourd'hui, sur MPB, le 18-35 f1.8, on le touche à 464 euros. Et le 50-100 mm f1.8, un chouïa plus cher, 754 euros. Donc, ça reste maintenant, le rêve est atteignable. Oui, puis ils avaient sorti un pendant pour le 24-36 aussi, puisqu'il y avait un 24-35 f2 chez Sigma, qu'on trouve à environ 500 balles sur MPB aussi. Alors, à l'époque, le discours, c'était, c'est pas totalement faux, c'était on réunit 2 ou 3 focales fixes en un zoom. Bon, évidemment, on n'a pas l'encombrement d'une focale fixe. Néanmoins, en termes de luminosité, c'était vrai, quoi. Bon, on va donc partir maintenant du principe qu'on souhaite s'équiper de son premier objectif à très grande ouverture. Et il faut se lancer en connaissance de cause, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients aussi à utiliser ce type d'objectif. Benjamin, déjà, juste très rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les critères qui influent sur la profondeur de champ et donc le bokeh ? En fait, on l'a dit un peu depuis le début, mais pour résumer, il y a l'ouverture, évidemment, on en parle. Il y a le système, donc le système, ça va être quoi ? Ça va être la taille du capteur. Et il faut tenir compte aussi de la distance minimale de mise au point, qui est un élément aussi très important qui va vachement influer là-dessus, quoi. Et la longueur de la focale ? La longueur de la focale. Longueur et le diaphragme, voilà. Mécaniquement. Quentin, si on entre maintenant dans la poésie et la subjectivité, je sais que ça va te plaire, ça. C'est quoi pour toi un beau bokeh ? Et comment est-ce qu'on joue avec d'un point de vue créatif sur une photo ? Effectivement, c'est une vaste question. Je pense que ça dépend beaucoup de la situation. Et enfin, au-delà de parler simplement de l'optique, pour moi, un beau bokeh, c'est un bokeh dans lequel tu vas avoir des lumières, c'est-à-dire tu vas avoir des effets pratiques.
dans lequel tu vas avoir des petites zones, des petites taches de haute lumière avec des couleurs. Tu vas avoir. Il n'y a pas que le fait d'avoir une belle optique, il y a aussi qu'est-ce que tu photographies, parce que tu peux avoir un bokeh master si tu photographies un sujet devant un fond qui est uni, tu vas rien avoir. Donc, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais Bah, il y a aussi cette notion de forme du bokeh. Ouais. On a Ah oui. évoqué donc voilà le rendu des sources ponctuelles noyées dans le flou, que ce soit circulaire, en étoile. On parle des fois sur certaines optiques de bokeh tourbillonnant. ouais. Il y a même des marques qui se spécialisent un peu comme ça sur ces bokeh Oui, créatifs il y a- là, il y les, a- il les y a lomographies, les Petzval. Ouais, Petzval qui fait Bah, des il donnait bouquets des lamelles tourbillonnants. avec C'est lesquelles ça, on pouvait ouais. jouer sur la forme du bokeh. Ouais, bon, c'était un peu gadget, mais ma foi, pourquoi pas. Hein. Non, alors j'avais rencontré un gars qui. Alors je crois que ça n'a pas marché son concept, mais lui, il avait lancé un concept d'optique vidéo dans lequel il remplaçait le diaphragme par un système électronique, une sorte d'écran, ce qui lui permettait de changer la forme du bokeh en direct. Ah oui, Donc- genre un gobo numérique quoi. Alors c'était pire que ça parce que, enfin pire ou mieux, je sais pas, mais ça veut dire que tu pouvais très bien avoir une forme, tu vois, en arrière-plan qui changeait pendant ta prise. en Ah oui, vidéo. d'accord, ok. Tu pouvais faire augmenter ou diminuer la taille de ton bokeh sans forcément changer la lumière. Tu pouvais faire bouger ton bokeh. Donc ça te permettait d'avoir plein d'effets type, tu vois, pouvoir psychique, etc. Et en fait, je l'avais rencontré, c'est un ancien de Lou Lumière, ou en tout cas, il avait bossé un peu avec Lou Lumière à l'époque. Il avait fait de la recherche là-bas. Et il a essayé de vendre ça à des chefs-op aux États-Unis. Et je crois que ça n'a pas abouti, mais j'avais vu des concepts qu'il avait produits. C'était hyper intéressant parce que ça te permettait d'avoir comment dire, une espèce de patte créative absolument unique. Tu avais des bokeh ronds qui se transformaient en étoiles, enfin, tu vois, mais en direct pendant ta prise de vue, c'était assez marrant. Est-ce qu'il y a un impact finalement quand on travaille avec une optique à un diaphragme à 9 lamelles versus des optiques qui ont des diaphragmes avec beaucoup plus de lamelles? Je pense qu'on va jusqu'à 12 Il y a 13 aujourd'hui, même. peut-être même sur du moyen format, peut-être encore un peu plus. Ah, même en plein format, j'ai vu des ça a diaphragmes à un 13 impact lamelles. ça, ou c'est juste un argument marketing parmi tant d'autres? Bah, ton bokeh va être plus rond. Après, tu peux aussi aimer l'idée d'avoir un bokeh un peu déformé, ou enfin qui a une forme de quoi. C'est quoi après l'hexagone, l'heptagone ou l'octogone, tu vois. Donc tu peux avoir ça. Je trouve que Canon avait sorti 2 versions de son 85 mm Ah oui. RF. Je suis désolé, je parle beaucoup de Canon parce que c'est la gamme que je connais le mieux, mais ils avaient sorti 2 85 mm, Oui. une qui était notée comme étant soft bokeh, qui faisait qu'en fait les bords de bokeh étaient un peu flous. Était dégradé au lieu d'être net, et qui était justement une proposition de dire bon bah suivant le type de bokeh que vous préférez, vous pouvez choisir l'une ou l'autre optique. Oui, Fuji a fait, je contrebalance par rapport à Canon, Fuji a fait la même chose en APS-C avec le 56 mm f1.2 et une version apodisée du 50 mm f1.2 avec en fait un filtre d'apodisation qui permettait de jouer un petit peu sur la transition comme ça du bokeh. Oui, parce qu'on a la qualité du flou, puis aussi il y a l'importance des transitions du flou au net, puis du net au flou, en fonction du plan de netteté. Quentin, pour toi, avoir accès à ces objectifs ultra lumineux, c'est important, c'est un caprice, c'est un must-have? Est-ce que c'est pour toi une façon de faire des images que finalement monsieur et madame Michou peuvent pas faire? C'est une signature, c'est quoi? Et est-ce que si tu pouvais avoir toutes tes optiques à f1.2, tu signerais tout de suite? Alors, est-ce que si je pouvais avoir toutes mes optiques à f1.2, est-ce que je signerais? Techniquement, c'est ce que je suis en train de refaire, c'est ce que j'avais. Alors, c'était du 1.4, puisque j'avais toute la série de EF en 1.4 et je suis en train de récupérer toute la série de VCM en 1.4. Donc, quelque part, je te dirais oui. Pas que pour des raisons d'ouverture, parce que je pense qu'il y a aussi un piège parfois, quand on a une optique à grande ouverture, on va toujours l'utiliser à sa maximum d'ouverture, ce qui n'est pas forcément pertinent dans tous les cas. En tout cas, au début, il y a cette espèce de fascination. Ah, forcément, tu viens d'acheter une optique qui ouvre à 2, tu vas oui. utiliser un 2. C'est pas forcément un 2, quelles sont les meilleures? Elles peuvent être très très bien. Par exemple, pour contrebalancer un peu, j'ai une optique pour mon GFX qui est le 80 mm qui ouvre à 1.7. Je l'utilise jamais à 1.7. Je l'utilise beaucoup à 2. 55 mm 1.7, tu veux dire? Il y a un 80, il y a un 55. Ouais, Moi, j'ai le 80. Ok. Et par exemple, à 1.7, il y a quand même... Tu sens quand même qu'il y a des déformations, des petites aberrations chromatiques. Et quand tu shootes sur du moyen format, tu vois tout. Donc, moi, je l'utilise plutôt à 2. À 2, ils sont très bien corrigés. Donc voilà, en tout cas, il y a un piège à se dire on les achète pas pour ne shooter que dans l'ouverture maximale, mais c'est là où finalement une optique, comme je le disais tout à l'heure, souvent une optique à grande ouverture, c'était une optique dans laquelle il y avait beaucoup de soin qui était apporté à tout le reste, parce que c'était des optiques premium.
Et donc voilà. Après, il y a une question de prix qui est évidente. Si le besoin, enfin, je veux dire, souvent, il y a des optiques qui sont accessibles en étant des optiques très ouvertes. On parle du 50 mm, parce que c'est un peu un classique d'avoir un 50 mm ouvert. Toutes les marques en ont une. Souvent, ça va au 35 et au 85. C'est quand on commence à s'éloigner de ces 3 focales-là que on commence à taper dans des prix assez importants pour garder ces grandes ouvertures-là. Mais je trouve que sur ces 3-là, c'est accessible et il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, mais c'est là tout l'intérêt du marché de l'occasion aussi, c'est pouvoir, en termes de prix, accéder à des optiques un petit peu qui font rêver. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au 51.4 et le 51.2 sériel, par exemple. Le 51.4, il était cheap de fabrication chez Canon. C'était plastique, c'était voilà. Alors qu'il y avait très peu de différence en termes d'ouverture. Par contre, tu avais à côté une superbe construction, etc., mais un prix peut-être 3 fois supérieur. Ouais. Bon, bah aujourd'hui, sur l'occasion, tu peux aller chercher ce fameux objectif qui était à l'époque beaucoup plus cher pour un prix bien moindre, qui va être accessible et bénéficier de cette ouverture ultra lumineuse et de cette ergonomie bien plus flatteuse. Donc, Écoute, moi j'ai vendu mon 51.2 dimanche dernier, donc tu vois c'est tout récent, ça fait quelques jours, et la personne qui me l'a acheté m'a envoyé un message pour me dire mais genre c'est incroyable, je pensais pas voir une telle différence, ça faisait des années qu'il avait son 51.4 et il a voulu se faire plaisir parce que les prix ont beaucoup baissé, parce que je crois que je l'ai revendu 650 €. Ça reste une optique tu te rends compte que- incroyable. Ah bah oui, à l'époque, c'était inimaginable de se payer une optique pareille, enfin pas à ce prix-là, quoi. Et puis, on en trouve en très très bon état, hein, parce que je veux Mm. dire, à 650 €, moi je l'ai vendu avec la boîte, les capuchons d'origine, il y a même encore Oui, les petits pochons, C'est pas les des petits optiques pochons, de terrain en plus, quoi. Donc c'était des trucs Ouais, qui exact. restaient dans le confort d'un studio, qu'on sortait de temps en temps. Enfin, je l'ai emmené partout, hein, mais, Oui, tout le monde n'est pas Mais- comme toi, Quentin. mais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de 650 €, je parle d'un état clinique, quoi. Ouais. C'est- Bon. Par contre, voilà, ces objectifs à très grandes ouvertures, ils ont aussi des défauts de taille, sans mauvais jeu de mots, et des contraintes d'usage à prendre en compte. Benjamin, est-ce que tu peux nous briefer un petit peu là-dessus? Bah alors, le poids, oui, c'est certain. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de dos ou si vraiment le poids, l'encombrement sont un obstacle, toi tu citais, même en micro 4 tiers, c'est intéressant de parler des petits capteurs, entre guillemets, parce que chez Fuji, par exemple, le 50 mm f1, il existe. Bon, c'est une optique qui est assez conséquente quand même, volumineuse, qu'on va peut-être pas du coup sortir si facilement que ça pour faire de la photo de rue ou de la photo nocturne en étant le plus discret possible. Le 17 mm f1.2 Pro chez OM System, pareil, merveilleuse optique, il n'y a pas de problème. Oui, mais disproportionné sur mon PNF. Sur ton PNF, ça va basculer vers l'avant. Ouais, voilà. Il y a un petit problème. Ou alors, il faut avoir un bras gauche bien solide. Donc ça, c'est à prendre en compte. Sur la mise au point, ça dépend. On en a parlé, les autofocus aujourd'hui sont ultra performants. La détection des yeux, que ce soit sur les animaux, les humains, voire les oiseaux, c'est devenu assez redoutable. Donc, c'est pas tant là qu'il y aura un problème, sauf certains modèles qui sont en mise au point manuelle uniquement. Je pense qu'il y a des constructeurs comme l'AOA chez Venus Optique qui fait des optiques un petit peu exotiques, mais très séduisantes pour obtenir des ratios 2-1 ou des choses comme ça, qui sont souvent proposées en mise au point manuelle. Là, faut jouer du focus picking sur les hybrides, c'est valable, mais il faut avoir conscience que c'est peut-être pas là qu'on va garantir une netteté absolue à tous les coups. Et je parlais tout à l'heure du Noct, ce fameux Noct. Donc chez Nikon, c'est un 58 mm f/0.95, une optique absolument fabuleuse, qui était lancée en même temps que le système hybride Z, qui est un peu une optique vitrine comme l'est le 28-70 f2 chez Canon, qui dans les faits est difficilement utilisable sans accessoires parce qu'elle est en mise au point manuel uniquement. Donc sur un plateau de ciné, ça peut aller avec tout ce qui va, tout ce qu'on peut avoir comme accessoire pour faire le point, etc. Sur le terrain à main levée, moi je l'avais essayé sur l'UTMB, donc c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, sur un sommet à 2000 mètres à 4h du matin pour faire le lever de soleil. C'était un choix artistique intéressant, beaucoup de flou, mais plaisir d'utilisation maximal. Mais pour une production, je ne conseillerais pas. Puis il y a le prix aussi. Ouais. Je me suis amusé à faire un petit relevé des prix des modèles professionnels neufs 50 mm 1.2 chez Canon, Sony et Nikon. Le Sony, 2200 €. Chez Canon, 3150 €. Et chez Nikon, 2500 €. Donc c'est quand même très, 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 très cher. Et c'est là que tu as oublié le Sigma qui est à 1500 € neuf, 50 mm 1.2, donc le 50 1.2, En monture Sony ou L. ou L, Ouais. le plus compact du marché.
qui est à 1500 €. Donc, tant pis pour les canonistes et les nikonistes. Mais il Mais existe. t'as Et voilà. t'as le VCM, hein, t'as le Canon 50 mm VCM qui ouvre à 1.4 et qui a 1500 balles. Exactement. Bon, on a beaucoup évoqué les focales fixes depuis le début de cette émission, mais il faut parler aussi des zooms. Alors même si on n'est pas sur ces ouvertures délirantes, 0,95, 1,2, 1,4, il y a quand même des zooms qu'on peut considérer comme des bokeh masters. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pendant très longtemps, ce qu'on aurait appelé une très grande ouverture sur un zoom, c'était plutôt 2.8. On allait trouver Ouais, facilement des c'était- zooms à 2.8. C'est c'est génial. quasiment impossible d'être en dessous. 2,8 constant, on précise. 2.8 constant, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, dans la série, dans les séries RF, enfin dans la gamme Canon RF, il y a 2 versions à chaque fois. Vous avez un 24-70 qui ouvre à 2.8. Il y a une version F4. Et il y a une version F4, enfin il y a un 24-105 qui ouvre à F4, et il y a un 24-105 qui ouvre à F2.8 qui est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus cher. Et pareil pour le 70-200, il existe en 2.8 et en F4. Et moi, typiquement, quand je me suis rééquipé, je suis parti sur le F4 parce que le cas d'usage de ce type de boîtier, on en parlait à 200 mm. F4, il y a quand même déjà une profondeur de champ. Enfin, une faible profondeur de champ qui permet d'avoir des effets. Et puis, la différence de taille et d'encombrement de poids entre le 2.8 et le Ça n'a F4 rien à voir. était vraiment énorme. Il se bien trouve sûr. que quand j'ai remplacé mon matériel, je suis parti sur le 28-70 qui ouvre à F2 chez Canon, en me disant, bah, ça me remplace une série d'optiques fixes quelque part. Puisque finalement, du 28 au 70, je remplaçais 4 optiques. Et c'est un super matériel. Enfin, vraiment, les images sont très belles. Puis je trouve que Canon a réussi à faire un truc sur la RF que je trouve très bien, c'est que c'est extrêmement doux à grande ouverture, et puis ça devient très clinique à partir de F8. Donc, c'est des optiques qui sont assez polyvalentes. On peut faire aussi bien du portrait, des choses dans lesquelles on va chercher de la douceur, que des choses extrêmement définies. Le problème, c'est que c'est une optique qui est extrêmement lourde, qui fait 96 mm sur sa lentille frontale. Frontale, ah oui. Le poids, enfin c'est vrai que et c'est pas stabilisé. Donc parce que s'ils avaient dû en plus stabiliser l'optique, on prenait encore du poids et de l'encombrement. Donc c'est une optique que j'adore utiliser en photo, mais en vidéo c'est quasiment inutilisable parce que ça monte sur rien. Je peux pas le mettre sur un Ronin, je peux pas le mettre. D'où la question qui se pose à un moment sur est-ce qu'il vaut mieux partir sur ces zooms là qui sont genre vraiment, je pense en termes de c'est une vitrine parce que technologiquement Exclusif, quoi. c'est génial. Ouais. Presque des protos, quoi. Enfin, Ah mais c'est ça, c'est absolument génial. Ils l'ont sorti en même temps que le Canon R, je crois, et je me souviens qu'il me l'avait envoyé quand il m'avait envoyé le Canon R pour que je le teste. C'était une démonstration de puissance pour Canon à l'époque. Voilà, c'était incroyable et c'est une optique que j'adore, mais force est de constater qu'à l'usage, ça peut être très vite contraignant. Et je suis en train de me dire, bah en fait, je vais peut-être rebasculer sur un 24-70 2.8, sur lequel effectivement, je vais perdre un petit peu d'ouverture, mais beaucoup plus léger, stabilisé, plus facile à prendre en main, facile de monter des filtres dessus ou de monter une matbox dessus. Donc c'est aussi ça à prendre en compte, c'est que genre ça reste quand même des sacrés bestiaux. Hein. Non, mais c'est bien, tu le vends, tu le mets sur la plateforme, comme ça, on pourra y accéder à moindre coût. C'est une très bonne idée, Quentin. En plus, il se négocie pas si cher. Et parce qu'on peut acheter sur MPB, mais on peut aussi vendre. Ouais, bien sûr. Ou même faire des échanges. Et Canon vient de sortir aussi, un très intéressant 24-105 f2.8. Alors là, c'est pareil, on avait l'habitude des 24-105 f4. Et 24-105 f2.8, c'est ultra intéressant aussi. Il peut considérer comme une grande ouverture vu le zoom. Sigma a fait un 28-105 aussi, f2.8. Sony aussi a fait des zooms f2 constants. Et alors, ils ont fait le 28-70 comme Canon, exactement pareil, f2 constant. Et encore plus fort, on l'a évoqué tout à l'heure, donc Sigma a sorti en plein format un 28-45 f1.8. Et là, chapeau. Alors pareil, en fonction de l'usage, on le sortira peut-être pas à tout bout de champ. Mais c'est quand même très intéressant. Et citons aussi quand même, parce qu'on les trouve d'occasion, et c'est des modèles très intéressants, les Tamron et Samyang 35-150 f2 2.8. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Ça reste OK. C'est correct. Ouais. Vu l'amplitude de focale, c'est vraiment intéressant. Bon. Pour terminer, je vous ai proposé de participer à un petit exercice. En vous basant sur l'offre absolument délirante et renouvelée tous les jours de notre partenaire MPB, qui propose, je le rappelle, exclusivement du matériel d'occasion vérifié et garanti en ligne, je vous ai demandé de choisir le Bokeh Master, l'optique à très grande ouverture qui vous semble la plus intéressante comme premier achat, avec comme contrainte de rester dans un budget maximum
autour des 1 000 €. Pour ce prix, je rappelle qu'il n'est pas possible de s'acheter du neuf à l'heure actuelle, sauf un modèle chez Canon, le tout récent 45 mm f1.2, qui est proposé autour des 500 €. Benjamin, on t'écoute. Comme Quentin m'a volé mon choix, je vais finalement partir sur une optique que j'ai beaucoup citée pendant l'émission, qui est très récente. J'ai volontairement fait ce choix parce que c'est une optique qu'on trouve neuve déjà à 1 500 €, mais qu'on peut d'ores et déjà trouver d'occasion aux alentours de 1 000 €. Il s'agit donc du Sigma DG-DN 50 mm f1.2 Art, donc qui est décliné en monture E et L. Et je trouve cette optique fantastique pour l'avoir utilisée, relativement légère. La distance de mise au point à 40 cm est vraiment intéressante aussi pour un 50 mm. C'est ultra polyvalent, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et donc à environ 1 000 €, pour une très grande ouverture, moi j'irai là-dessus. Quentin ? J'en ai parlé, c'est celui que j'ai revendu. C'est le 85 mm f1.2L série 2. Magnifique. Voilà. Qui est déjà, je trouve que c'est une très bonne focale, le 85 mm, puisque ça permet déjà rien que sur la focale, d'avoir une faible profondeur de champ. L'ouverture à 1.2 est géniale. C'est un bel objet. Enfin, je veux dire, j'aurais pu le garder et le mettre sur mon étagère juste pour son aspect esthétique. J'adore ce truc. Et quand je regarde sur MPB, j'en trouve à 900 €. Ouais, Donc, 900 € vérifié, garanti, quoi. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, la mission est accomplie. Alors moi, je me suis un peu calmé sur le budget. Finalement, j'ai tapé un peu en dessous, mais avec une optique qui m'a toujours fait rêver. Je reviens à l'époque où je faisais du réflexe et du réflexe Canon. C'est pas un modèle Canon, c'est un modèle Sigma, le 24-35 mm f2 DG HSM Art, avec cette promesse, un zoom pour remplacer 3 focales fixes, le 24, le 28, le 35. Cette optique a été déclinée en monture Canon EF et en monture Nikon F, et on la trouve au prix de 570 € sur MPB. Donc je crois qu'on peut difficilement faire moins cher sur cette typologie d'objectifs. Benjamin, allez, une dernière sélection pour toi. Oui, une dernière parce que on parle pas beaucoup de vidéos, enfin du moins peut-être pas assez. Or, les optiques à très grande ouverture, c'est aussi intéressant en vidéo. Et en micro 4 tiers, il y a 2 zooms à l'époque qui me faisaient beaucoup d'œil. C'est les Leica 10-25 f1.7 et 25-50 f1.7. Donc, qui sont 2 optiques micro 4 tiers et qui sont encombrantes pour du micro 4 tiers, certes. Mais enfin bon, vu l'ouverture constante, c'est intéressant. Donc le 10-25, je l'ai trouvé moi, sur MPB à environ 1 000 €. Le 25-50, il n'y a pas d'offre en ce moment. Ouais, mais il faut regarder. Ça se met à jour tous les jours. Donc, exactement, il faut consulter, etc. Mais je pense que pour les vidéastes, je pense à des jeunes qui sont dans des écoles encore, qui se sont peut-être offerts un GH7 ou un truc comme ça avec une focale fixe et qui veulent compléter, qui voient un beau zoom pour faire des choses un petit peu créatives et tout. Je trouve que c'est une belle option. Bon. Voilà pour ce second épisode dédié aux optiques à très grande ouverture de la mini-série MPB consacrée à l'achat de matériel photo et vidéo d'occasion. Juste une dernière chose, si comme nous vous êtes tenté de jeter un œil sur MPB, sachez que les offres sont actualisées tous les jours. Donc connectez-vous régulièrement, mettez-vous des alertes pour essayer de trouver la petite pépite, la bonne affaire. Bien entendu, ces conseils restent valables, quelle que soit la plateforme vers laquelle vous vous tournerez, si jamais vous envisagez d'acheter un matériel de seconde main. Merci infiniment, Quentin, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous pouvez écouter dès à présent tous les autres épisodes de cette mini-série. Un épisode avec des conseils d'ordre généraux sur l'achat de matériel photo et vidéo d'occasion. Un épisode consacré au boîtier plein format avec le photographe Bertrand Bernager. Et un épisode consacré aux action cam avec la vidéaste Aurélie Gonin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Faut pas pousser les ISO. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration.
cette mini-série est présentée par MPB, la référence pour acheter ou vendre du matériel photo et vidéo d'occasion, l'esprit tranquille. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.